Madame Martha Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cet entretien. Madame Saint-Pierre, vous avez pris votre retraite à la toute veille de la création du Centre jeunesse de Montréal. Donc, vous avez fait d'abord carrière à ce qu'on appelle le CSSMM, au Centre des services sociaux. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide survol de ce qu'a été cette carrière? Bien, d'abord, dans ma carrière, le tout début, ça a commencé chez Sœurs de Miséricorde parce que j'ai été là 17 ans. J'y ai fait mon cours en service social. J'ai été directrice d'un centre d'accueil pour mères célibataires. Et ensuite, je suis revenue à Montréal et j'ai commencé à travailler pour le CSS. D'abord en service social scolaire, mais très peu de temps après, on m'a demandé de prendre la responsabilité des services sociaux dans les centres d'accueil, de réadaptation et autres centres d'accueil pour personnes ayant un handicap. Alors, c'est parce que j'avais déjà été directrice d'un centre d'accueil qu'on est venu me chercher, puisque là, on devait faire appel à du travail conjoint entre les centres des services sociaux qui représentaient la famille et les centres de réadaptation qui accueillaient les enfants et adolescents à ce moment-là. Le centre d'accueil dont vous parlez, c'est un centre pour mères célibataires? C'est un centre pour mères célibataires qui était à Trois-Rivières, qui n'était pas à Montréal. Oui. Ça, c'était vraiment une part importante dans votre carrière. Comme vous dites, vous avez d'abord été en communauté, dans une communauté qui avait comme mission, qui s'était donné comme mission d'aider les mères célibataires. Et les enfants. Et les enfants, bien sûr. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de cette communauté, de la naissance de cette œuvre? Bien, c'est vraiment une belle histoire de famille. Ça a commencé en 1848. La fondatrice des Sœurs de Miséricorde s'appelle Rosalie Jeté. Ah, c'est un nom Rosalie Cadron. Son mari s'appelait Jeté. Elle a eu 11 enfants et elle est devenue veuve à l'âge de 38 ans. Elle a continué à élever ses enfants, mais elle était, comme sa mère, une sage-femme. Elle restait dans un petit village et sa mère, qui était sage-femme dans ce même village, un jour a été appelée en catastrophe parce qu'une jeune fille-mère, qu'on appelait dans le temps, venait d'avoir 2 enfants. Et aussitôt qu'elle a donné naissance aux enfants, elle s'est sauvée par la fenêtre avec les 2 jumelles enveloppées dans son tablier pour les sauver de la mort. Parce que les parents lui avaient dit, aussitôt que l'enfant sera né, il faut lui donner la mort, le brûler. Alors, dans quel pays, dans quelle région on est à ce moment-là? On est au Québec, le nom m'échappe, du petit village de Rosalie. Bien, peu importe, mais on est au Québec. On est au Québec. En 1850, dans les coins. Oui, 1848. Un petit peu plus tard que ça, parce que Rosalie, c'est seulement en 1848 qu'elle a fondé la communauté. Alors, elle était, à ce moment-là, Rosalie était enceinte de son 5e enfant et elle a accueilli ces 2 bébés-là en plus. Elle ne les a pas gardés tout le temps parce que ça serait vite connu que 2 nouveaux bébés dans cette famille-là, dans le village, on aurait su que c'était les bébés qui étaient... Bon. Alors, c'est vous dire que dans ce temps-là, la mère célibataire, qu'on appelait la fille-mère, c'était une honte. Pour les familles, on essayait de toute façon de les cacher. Et Rosalie a souvent accueilli chez elle de ces femmes-là. Si bien qu'à un moment donné, Monseigneur Bourgette, qui était l'archevêque de Montréal dans le temps, l'a fait venir, puis il a dit, écoute, là, ça fait déjà un bout de temps que tu fais ça, que tu reçois de ces mères-là. Et il faudrait qu'on constitue un groupe de femmes pour les aider, avoir peut-être un petit coin pour les recueillir quand elles sont en détresse, surtout pendant leur grossesse. Et
ça n'a pas pris beaucoup de temps. Elle a regroupé d'autres veuves comme elle. Il y était 5 ou 6 au tout début. Et puis, elles ont commencé à être décriées par les gens d'église, les gens de bonne... les notables. Les notables, les gens de bonne famille, là, se sont mis à dire qu'elles encourageaient le vice parce que, d'abord, c'était des enfants du péché. Alors là, pour, je dirais, encadrer et masquer, il leur a imposé de devenir une communauté religieuse. Il les a habillés en bonnes sœurs, puis il leur a confié de recevoir ces mères-là et les enfants. Et là, ça devenait plus acceptable du point de vue religieux, du point de vue social. Même si quand ils allaient porter les enfants au baptême, là, on les lapidait, là, on leur tirait des roches. Puis il y avait même des prêtres qui trouvaient ça épouvantable qu'on s'occupe de ces femmes-là. Alors ça a été le début à la fois des services à la mère célibataire, mais aussi les maternités. Parce que c'est de là qu'est né l'Hôpital de la Miséricorde, où à cette époque-là, on disait qu'il y avait 1500 naissances illégitimes sur les 5000 qui arrivaient par année à l'Hôpital de la Miséricorde. C'était beaucoup déjà, parce que les gens fuyaient leur petit village, il fallait qu'ils trouvent un lieu où ils trouvaient l'anonymat. Alors tout était concentré vers Montréal et vers Québec. C'est ce qui fait que... Mais là, à cette époque, là, on donnait surtout, après ça, les enfants. Ces enfants-là, on les donnait en adoption. On les donnait en adoption parce que ces enfants étaient des enfants bâtards. Il fallait absolument qu'on trouve des parents substituts parce que ces filles-là n'étaient pas capables de garder leur enfant. On a même vu qu'avant la loi 65, qui a apporté des grands changements dans les centres de services sociaux et les services de santé. Une mère célibataire qui gardait son enfant n'avait pas droit au crédit d'impôt pour l'enfant qu'elle avait. C'est à ce point-là, même légalement. C'était une négation. C'était une négation. Alors, comment voulez-vous que les mères gardent leur enfant à ce temps-là? Surtout que souvent, elles s'étaient cachées pendant leur grossesse, puis comment réapparaître après avec un enfant? D'ailleurs, je pense pas supporté par les familles. On peut dire que socialement, ça a été comme ça jusqu'à cet âge, jusque dans les années... dans les années soit 1960. Absolument. Les filles mères, comme moi, avant, j'ai fait mon cours de puériculture à la crèche de la Miséricorde. C'était bien effrayant. Les mères, ils touchaient même pas à leur enfant. Ils venaient les voir à travers la vitre. Les seules mères qui pouvaient toucher leur enfant, c'était quand l'enfant était très, très malade, puis on permettait la nuit, quand personne ne pouvait voir, la mère pouvait venir nourrir son enfant. Puis ça, c'était dans les années 1950. Là. Oui. Alors, ça a perduré, là, ce tabou de mauvaise fille, Puis, parallèlement à l'hôpital de la Miséricorde, je pense que les Sœurs de la Miséricorde ont développé aussi d'autres services à ce moment-là. Oui. Le premier centre d'accueil qui est ouvert, c'est le Centre Rosalie Jeté. Parce qu'on a voulu isoler les adolescentes des autres mères célibataires qui étaient plus vieilles, qui étaient, à ce moment-là, à l'Hôpital de la Miséricorde, là, 60 femmes dans une même grande salle. Il y avait un lit, une chaise. Et vous amenez des enfants de 12, 13, 15 ans avec ces femmes-là qui avaient toutes sortes d'histoires de vie, ça n'avait plus de sens. Fait que là, c'était comme un peu, ça présageait la loi de protection de la jeunesse. On a voulu séparer les enfants des adultes. Et c'est le Centre Rosalie Jeté qui a été le premier sur le boulevard Gouin, là, à offrir des services aux adolescentes. Et c'est de là que non seulement on a voulu les aider pendant leur grossesse, mais on a voulu les scolariser. Et c'est de là qu'est née l'école Rosalie Jeté, qui est encore, depuis 1970, pris en charge par la Commission scolaire de Montréal. Qui existe toujours. Qui existe encore aujourd'hui, oui. Fait que donc, là,
On vient d'apprendre, on vient d'assister à la naissance du Centre Rosalie Jeté, qui Oui. va être un des Oui. centres d'origine Oui. Oui. du Centre Jeunesse. Qu'est-ce que, en plus de séparer ces jeunes filles-là, ces mineurs-là, des adultes, là, qu'est-ce que le Centre Rosalie Jeté leur apportait? Est-ce qu'il y a eu des programmes différents, ou en tout cas une approche différente? Oui, une approche différente parce que c'était des enfants. Alors, ça a été toute l'éducation, c'est tout le support dans la période de croissance qu'elle vivait. C'était qu'est-ce qu'allait devenir leur relation, leur réinsertion sociale? Est-ce qu'elles pouvaient retourner dans leur famille ou si elles étaient bannies à tout jamais de leur famille? Sinon, comment on pouvait les aider après la grossesse? Alors là, il y a eu l'ouverture de petites pensions de famille, certains petits foyers de groupe avec certaines classifications, là, par exemple des jeunes qui avaient plus de problèmes d'ordre mental ou de développement. On pouvait les mettre dans des unités plus spécialisées pour elles. Et on a, après ça, fait des appartements supervisés pour que lorsqu'elles se retrouvaient à l'extérieur une fois passé l'âge de 18 ans, comment elles pouvaient être aidées à gérer leur budget, à retourner aux études ou à essayer d'aller sur le marché du travail. Puis à ce moment-là, là, on dit, ou on parle que ces jeunes filles-là gardent leur enfant. Non. Au tout début, non. Fait que l'aide est apportée. L'aide, c'est pour elles, c'est apporté. Mais on s'en va toujours en adoption pour ces enfants-là. Et c'est l'aide à faire accepter à ces mères-là de se séparer de leur enfant. Il faut penser à ça, là. Ah, d'accord. Et elles l'ont porté 9 mois. Et puis tout d'un coup, là, souvent, ils sont isolés de leur famille, mais ils n'ont plus rien qui leur appartienne. Parce que combien de ces mères, pour avoir travaillé longtemps avec elles, là, inconsciemment se sont fait un enfant pour avoir quelque chose à eux, pour avoir une relation significative. Puis là, on leur dit, il faut que vous laissiez aller votre enfant pour qu'une famille normale puisse les accueillir. Est-ce que ça se passe de la même façon que ce que vous avez compté pour les adultes? C'est-à-dire que dès la naissance, on coupe le contact avec le... Oui. À Montréal, c'est resté comme ça plus longtemps. Moi, j'ai travaillé en Ontario et à Toronto, dans le centre d'accueil pour mères célibataires, on accueillait la mère avec l'enfant pour qu'elle vive assez longtemps avec eux, pour qu'elle fasse un choix conscient de est-ce que je le garde ou est-ce que je l'offre pour l'adoption. Tandis qu'ici, ça a perduré de séparer. Il n'y a pas de choix à faire. Non, pas de choix à faire. Pratiquement pas de choix à faire. Quand est-ce que ça change? Oh mon Dieu! C'est pas drastique, là, ça ne doit pas être du jour au lendemain, c'est une évolution, mais quand est-ce qu'on peut dire que ça commence à changer? Ou là, on va commencer à les aider à prendre charge de leur enfant? Dans le temps, là, je ne pourrais pas vous situer dans le temps, mais je dirais que les mères... quand les mères ont arrêté de se cacher quand elles étaient enceintes, ça a été comme une petite porte ouverte pour ne pas abandonner leur enfant après. Puis là, ça l'a transformé. Là, ça a transformé la pratique, la façon de faire, de voir, oui, de l'aide. Absolument. Parce que, d'abord, je dois dire que pour supporter tout ça, il y a eu très tôt, même avant la création du Centre Rosalie Jeté, là, un centre de service social à l'hôpital même de la Miséricorde. Privé? Privé, oui, parce que la communauté des sœurs a tout de suite, vite envoyé des sœurs étudier en service social parce que les services sociaux se structuraient un petit peu partout, puis ils voulaient pouvoir apporter de l'aide adéquate. Alors, ça a été des sœurs d'abord qui ont été en charge du service social de la Miséricorde. Et ce service social-là a été transféré à la rue Papineau pour s'isoler de l'hôpital de la Miséricorde parce que juste le mot miséricorde était devenu tabou. Parce que le mot miséricorde, c'est mère célibataire, c'est femme dévoyée, c'est... Alors, le service social a pris un autre nom, il s'est appelé le service social Ville-Marie, le premier nom de la ville de Montréal. Pour comment je dirais ça,
pas étiqueter les mères. Je pense à une autre expérience que j'ai eue pendant que j'étais étudiante à l'université. Les fins de semaine, je venais dans un centre pas loin, à Sainte-Dorothée, à Montréal, où on recevait les femmes les filles, les femmes de bonne famille, de gens très, très connus, politiquement ou autrement. Et ces femmes-là venaient séjourner à une pension dans les arbres retirés, là, parce que c'était encore le temps où on se cachait. Puis je me souviens que j'étais venue une fin de semaine, puis qu'il y a une mère qui était prête à aller accoucher. Puis j'ai voulu l'accompagner. On était dans la neige jusqu'aux genoux. Juste pour se rendre au chemin, on a eu de la misère à se rendre, puis elle était prête à accoucher. Puis quand on est arrivé à la rue, le taxi qui n'avait pas pu entrer sur le terrain a débarqué, puis là, la mère m'a dit « Non, vous ne venez pas avec moi. Ça fait tant de mois que je me cache, vous ne viendrez pas quand je vais rentrer à l'hôpital avec votre capine m'identifier. » C'est fort, hein? Oui. C'est comme ça qu'on a été obligé d'enlever le... Moi, je suis revenue, puis j'ai dit non. C'est pas juste dans la foulée de Vatican II. Non. C'est dans cette pratique-là? Oui, c'est des années 70, ça. Tu sais, 67, 68, où on a commencé à se dire... Puis comme moi, j'étais étudiante, puis que les gens nous ridiculisaient assez souvent, j'ai dit non. Moi, l'an prochain, je ne retourne pas aux études si je suis encore déguisée. Puis ça s'est fait tranquillement. Ouais. Puis là, il y a eu, là, je fais sauter peut-être des étapes, là, il y a eu une grande rupture, si on veut. Là, c'est la loi 65. La loi 65. Donc là, on passe vraiment d'une époque où ce sont des religieuses là, qui s'occupent de ce qu'on appelle la clientèle. Maintenant. Les religieuses et des laïcs, là, mais c'était patronné. Patronné sous la gouverne, l'égide des religieuses. Et là, on entre là, avec la Révolution tranquille, puis tout ça, on arrive dans la... C'est en 1980... Ah oui, même non, plus non, loin. avant ça. Oui. Mon Dieu, c'est en quelle année, donc ça? La loi 65, là, je vais vous dire ça, là, j'ai ça dans mes papiers ici. Tout a été transféré à l'État là, entre 1971 et 1974. Okay. Si bien que pour les Sœurs de Miséricorde, là, c'était le transfert à l'État des hôpitaux, des crèches, des maternités, des foyers d'hébergement, les services sociaux spécialisés à la mère célibataire, puis les services d'adoption. Tout d'une claque. Mais ils ne pouvaient pas en rester là, les Sœurs de Miséricorde. Il y en a qui ont continué à travailler. Ils ont dû travailler dans le nouveau réseau, dans la nouvelle structure. Ouais. Mais ils se sont vite aperçus que ce n'était pas suffisant ce qui se développait dans les CLSC, les services sociaux, parce que ça a été l'avènement des CLSC. Ces services-là n'accompagnaient pas les gens dans le quotidien, alors que l'œuvre de la miséricorde, c'était d'aider la mère au jour le jour, soit en hébergement ou dans un autre mode comme les appartements supervisés, comme même lorsqu'elles retournent dans leur logement, comment on les aide à se réinsérer socialement, soit par des études à poursuivre, soit par une recherche de travail. Alors, là, ils ont tout de suite vu qu'il y avait besoin d'autres services que ce qui était dispensé dans les CLSC et les centres de services sociaux d'alors. Alors, tout de suite, elles ont ajusté leur œuvre, leur intervention. Ça n'a pas pris de temps, hein? Si on dit de 74, tout avait été transféré. En 77, la petite maison de la Miséricorde a vu le jour. Elle est encore sur la rue Saint-Hubert. Mais qu'est-ce qu'elle fait de particulier? Elle a d'abord été une maison d'hébergement pour les femmes qui ne savaient pas où aller et les enfants. Et plus récemment, c'est devenu un centre de jour où il y a une garderie qui reçoit actuellement 34 enfants, plus une pouponnière pour les tout-petits de quelques mois, plus un centre de halte amitié qu'on appelle, où les mamans, c'est comme leur famille d'appartenance. Elles reviennent là assez souvent, des fois pour aider d'autres qui viennent d'arriver, des fois pour s'entraider parce qu'ils sont en état de crise. Et toutes celles qui viennent à cette halte amitié ont un intervenant qui leur est attribué.
qui les aide dans leur quotidien, qui les aide dans les états de crise, parce que maintenant, la moyenne des femmes qui vont à cette ressource-là est dans la trentaine. Alors, c'est des gens qui sont récemment séparés, des femmes qui ont perdu la garde de leur enfant. Alors, c'est un lieu de femmes qui reçoivent des femmes en détresse, dans le fond. Et on les accompagne dans toutes leurs démarches, que ce soit des démarches au plan juridique, que ce soit des démarches au plan social ou médical, que ce soit des démarches pour retourner aux études, que ce soit des démarches pour trouver du travail et devenir autonome. Est-ce qu'il y a des liens entre un service comme ça puis des services, disons, plus institutionnalisés, plus formels, comme le Centre jeunesse, les CLSC? Dans le fond, ceux qui les orientent là, il y a 3 sources. Il y a la DPJ, il y a les CSS. Certains centres d'accueil, quand les jeunes ont 18 ans et qu'ils ne savent pas où aller après, là, à 18 ans, ils sont libres dans la prairie, mais ils n'ont pas toujours ce qu'il faut pour survivre. Et puis, les maisons de femmes battues, de femmes violentées. Souvent, on a de ces femmes-là qui nous... Parce que eux autres, c'est du dépannage, c'est du court terme, alors qu'eux autres, c'est de l'accompagnement à long terme. Et dans les années 80... Attendez là. Moi, j'ai terminé en 92... Et tout de suite, la même année, j'ai commencé à travailler à la Chrysalide. Ça, c'était un bloc à appartements qui recevait des femmes chefs de famille avec des enfants d'âge préscolaire. On leur offrait un séjour de 1 an à 3 ans dans un appartement supervisé. Il y avait dans un de ces appartements-là une intervenante qui était là jour et nuit. Pourquoi ça a été créé, ça? D'abord, ça a été créé par 2 travailleuses sociales du BSS Centre-Ville dans le temps, parce qu'elles trouvaient qu'il y avait des enfants qui étaient des vrais yo-yo. On les envoyait en famille d'accueil parce que la mère n'était pas suffisamment responsable. Quand la mère reprenait une certaine forme d'autonomie, reprenait son enfant. Tout d'un coup, il y avait un bonhomme qui tombait dans le décor. Là, la madame était... je dirais pas en chaleur, mais en tout cas, elle était comblée. Là, on se met à négliger les enfants retournent en famille d'accueil. Fait qu'on a dit, qu'est-ce qui fait que ces femmes-là ont leur enfant, le reprennent? Bon, on s'aperçoit que le modèle parental est assez déficient. Des fois, il n'y en a pas eu, puis d'autres fois, ça a été plus négatif que positif. Alors, on s'est dit, si on leur offre un centre où elles peuvent apprendre leur métier de parent, alors, c'est ce qu'on a fait pendant... Ça dure encore. Ça existe et cette encore. maison-là, elle est en lien direct avec la petite maison de la Miséricorde, puisque elle, c'est un centre de séjour, la petite maison de la Miséricorde, puis l'autre, il y a de l'hébergement. Alors, les enfants, disons que la mère qui est à la Chrysalide retourne aux études ou qu'elle commence à travailler, les enfants vont à la garderie de la petite maison. Et quand il y a des activités sociales, récréatives, de développement qui s'organisent à la petite maison, ces mamans-là peuvent aussi participer. Alors, ils sont comme complémentaires, les 2 organismes. Et ça existe encore aujourd'hui. Les 2 autres services qui existent encore, c'est le centre éducatif qui est dans... mon Dieu, l'adresse, mais c'est dans le bas de la ville, dans le sud-est de la ville. Et c'est un centre éducatif pour les enfants et adolescents. C'est un centre de jour. Enfants et adolescents de mères vivant seuls. Célibataires. Oui, de célibataires ou divorcés. Bon, chefs de famille. Et puis, il y a une autre petite maison qui s'appelle la Maison Rosalie. Ça aussi, c'est une maison qui a des activités toutes les fins de semaine pour les enfants et les adolescents de ces mères-là. Ça aussi, c'est sur la rue Saint-Hubert. On sait que les communautés religieuses sont assez vieillissantes, qu'il y a une relève qui est peu présente. Alors, ça se présente comment, l'avenir? Oui, ce qui est arrivé au Centre de Miséricorde et à plusieurs communautés, c'est qu'elles ont eu des gens qui ont travaillé pour eux puis qui ont connu leur esprit
leur compassion naturelle pour les gens qui sont en besoin. Alors, pour un bon nombre, elles sont devenues des amies de la miséricorde, une espèce d'association connexe aux communautés. Et les amis des Sœurs de Miséricorde, parce que cette communauté-là s'est répandue aux États-Unis, partout, est allée en mission en Afrique, dans d'autres pays. Mais dans tous ces endroits-là où il y a eu des Sœurs de Miséricorde, il y a maintenant des groupes d'amis de la Miséricorde. Et c'est maintenant ces gens-là qui supportent les œuvres qu'on voit encore agissantes aujourd'hui. Parce que ça répond à des besoins que les services sociaux institutionnels ne peuvent pas donner, parce que c'est de l'accompagnement presque quotidien. D'accord. Alors, je me dis, la mission des sœurs perdure par les amis qui continuent à se développer, à s'engager. Elles ont trouvé une façon que ça puisse vivre. Oui. Parce que dans le fond, moi, je me souviens, quand j'étais en communauté, je ne sais pas si je devrais dire ça, là, mais quand on... Dites-le toujours. On se disait, cette communauté-là, elle a été mise en place parce qu'il y avait un besoin social. Ces femmes-là étaient rejetées de la société. Mais on se retrouve dans les années 70, 80, où ce n'est plus cette situation-là, et surtout avec l'avènement de la loi 65, il y a des services qui sont donnés à l'ensemble de la population. Fait que on se réunissait avec certaines personnes, puis on se disait, comment on va faire pour mourir élégamment? Il y en a qui ont été plus fines que moi, qui sont restées à l'intérieur. Moi, j'ai quitté. Mais il reste que c'est ça. C'est une communauté qui est née à une époque parce qu'il y avait un besoin X et qui va mourir avec le temps. Aujourd'hui, de même, moi, j'ai pas peur. Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont avoir des appels à donner ce type de service-là. Parce qu'il y aura toujours des femmes seules, des femmes chefs de famille qui auront besoin d'aide, que les services sociaux formels ne peuvent pas assumer. Madame Saint-Pierre, je vous remercie beaucoup. C'était fort intéressant. Je suis bien placoteuse, hein? C'est bien. Ça nous a fait connaître un grand pan d'histoire, puis quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Alors, puis je vais vous dire juste à la fin, c'est que dans 2 jours, il y a une grande fête. Rosalie Jeté va être célébrée à la basilique Notre-Dame de Montréal parce qu'elle vient d'être nommée vénérable par le pape François. Ça, c'est avant d'être béatifiée. Oui, ça, c'est la dernière étape, là, avant d'être béatifiée. Mais en tout cas, c'était une femme tellement humble que je pense qu'elle est béatifiée ou sanctifiée. Mais ce qui ressort de ça, c'est que son œuvre va perdurer. D'accord. Parce que l'esprit de compassion, qu'on appelle l'esprit de miséricorde, là, je dis que tous les gens qui sont dans des fonctions de service, il faut qu'il y ait ça pour que ça vaille quelque chose, le service qui est offert. Merci beaucoup. Je vous remercie.